Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus aujourd'hui dans l'émission de Gabriela Supra, Planet and Lecture Service. Donc, nous avons deux émissions, dont une qui s'appelle Afrique Action et une autre qui parle des personnes qui nous inspirent. Alors, cette personne, elle rentre dans le cadre des deux, hein, voilà. Hein. J'ai trouvé son profil vraiment inspirant et je vais vous laisser la découvrir et elle va se présenter. Moi, je suis Angèle Ventugol-Ognier, donc je suis la fondatrice de cette chaîne de télévision et de cette émission. Alors, bonjour Marlise. Est-ce que vous pouvez, Marlise, vous présenter à à nos téléspectateurs? Je vous écoute. Bonjour Angèle, moi c'est Marlise Djeka, je suis expert fiscaliste agréé en zone CEPAC. Donc, je suis CEO du groupe fiscal.com. Nous sommes basés au Cameroun, en Centrafrique et au Congo pour l'instant. En plus de cette casquette de CEO du groupe fiscal.com, je suis vice-présidente au Cameroun de la Fédération des centres de gestion agréés. Nous militons pour le renforcement de capacités des entreprises, le renforcement des capacités également des experts qui encadrent les entreprises. Et je suis également représentante pour l'Afrique centrale de l'Observatoire africain de la pratique des droits des affaires. Et pour terminer, je suis directrice de publication du magazine Valeurs Ajoutées, qui est un magazine destiné aux entrepreneurs. Donc voilà ce que je suis, quoi. Bon, mais c'est déjà un très beau parcours. C'est un très beau parcours. Alors, ma question, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier. Donc, je parle plutôt du côté fiscaliste. On prendra tout le côté éditorial et toutes les casquettes que vous avez. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier qui est plutôt reconnu comme un métier, entre guillemets, on appelle ça les métiers d'hommes, hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce genre de métier. Comment vous y êtes arrivé? Bon, justement, c'est parce que c'est vu comme un métier d'homme. Je crois que ça a été le premier facteur déclencheur. Autour de moi, en fiscaliste, on avait beaucoup d'hommes et je me suis dit pourquoi pas. Donc, ça a été le tout premier. Et en exerçant dans mon métier, je me suis rendu compte très vite que beaucoup d'entrepreneurs, lorsque j'attendais l'entreprise au niveau de ses états déclaratifs, j'étais parfois surprise par une entreprise qui arrive en me disant, bon voilà, j'ai fait faillite, donc je n'ai aucun état à vous donner à déclarer. Là, ça me faisait tiquer en disant, je les attends à un amont et amont où ils ne parviennent pas toujours. Il est donc important pour moi de redescendre et de comprendre pourquoi il arrive qu'ils fassent faillite. Donc, voilà pourquoi je rentre beaucoup plus bas dans le problème organisationnel des entreprises, les problèmes structurels. Voilà ce qui m'amène d'ailleurs à créer un centre de gestion agréé parce que le rôle du centre est de vraiment les encadrer en matière, en leur donnant le minimum en matière de gestion, leur donner le minimum en matière d'organisation, gestion du personnel. Donc, voilà un peu tout ce qui m'a motivée. Et aussi, en étant fiscaliste, je me suis rendu compte que parfois, vous avez une entreprise qui va carrément s'endetter. Ça veut dire qu'un monsieur a un projet vraiment intéressant. Il prend sur lui d'aller vers des tontines au quartier, de prêter de l'argent. Vous allez voir un monsieur qui parvient en Love Capital Plus, tout ce qu'il a comme tontine, d'avoir peut-être 10 millions qu'il lance dans son business, sans respecter les principes de fiscalité. Et puis un matin, le gars des impôts arrive et lui dit, ben non, votre tontine du quartier, je ne connais pas, le processus utilisé ne répond pas à la norme, vous allez payer un gros impôt sur ces 10 millions qui sont considérés comme des ventes. Et puis finalement, le gars ne parviendra pas à rembourser l'argent emprunté et il fermera. Donc voilà tout ce qui me motive vraiment à embrasser ce métier, à une plus-value auprès des entreprises, quoi. Donc voilà. D'accord. Mais c'est très intéressant cette approche parce que effectivement, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, ils se disent, OK, je crée une entreprise, j'ai gagné de l'argent, une partie je vais dépenser et l'autre c'est peut-être pour moi, pour mes frais et tout ça, mais il n'y a pas de structure en tant que telle.
il y a beaucoup qui ne savent pas que, effectivement, au niveau des finances et de la fiscalité, c'est hyper important. Et alors, vous, comment vous faites passer le message? Comment vous les accompagnez, ces personnes? Parce qu'il y en a beaucoup. Bon, l'accompagnement, oui, l'accompagnement, là, ça m'amène également à expliquer la motivation vers le magazine parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un gap entre les avantages fiscaux qui existent dans le pays et l'investisseur. Il y a un gros gap d'infos comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis sur pied le magazine parce qu'on s'est dit, à travers le magazine, on va essayer d'être comme une alerte, de rappeler l'essentiel. Parce que l'investisseur qui arrive et qui s'ouvre et qui ouvre ses portes ignore généralement qu'il y a un code des investissements, tant pour les personnes étrangères que pour les personnes nationales, qui permettent parfois pour certains projets, et la liste de ces projets est assez longue, pour certains projets d'avoir des avantages fiscaux comme des exonérations sur 5 ans, les 5 premières années, les 10 premières années même. Parfois, il y a des structures d'accompagnement étatique qui restent ignorées de celui-là qui se lance. Parfois, il y a des avantages douaniers également qu'il faut aller négocier avec l'État. Donc, il était très important de trouver un canal. Donc, on a déjà le magazine. On a également, à travers notre centre de gestion agréé, organisé 4 fois par an des formations vraiment gratuites pour les entreprises. Ça veut dire qu'on essaye par nous-mêmes de trouver des sponsors, des personnes de bonne volonté qui voudraient bien pousser l'entrepreneuriat en Afrique centrale. Et ceci permet donc d'organiser des formations gratuites. On a pas mal d'entreprises. Et ces formations, généralement, les thèmes, ce qu'on fait, c'est que les thèmes, on les cherche dans le quotidien des entreprises. On leur demande quel est votre besoin. Exactement. Et c'est en fonction des besoins qui remontent qu'on cherche l'information, qu'on cherche l'expert pour venir transmettre l'information, transmettre le savoir-faire. Donc, voilà un peu ce qu'on utilise comme canal pour l'instant. Et qui est formidable parce que je pourrais ajouter en disant aux téléspectateurs que je connais le magazine Valeur Ajoutée. Hein, vous m'avez contacté pour faire un article sur moi. Bon, j'étais très touchée. Hein. Et en fait, j'ai accepté. J'ai aussi accepté. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que l'idée, elle était excellente. L'idée, elle est très importante parce que moi, comme j'ai dit, je travaille aussi avec beaucoup d'entrepreneurs. Donc, le gros de mon métier, c'est consultant senior. Donc, je travaille avec des dirigeants d'entreprise en général. Mais j'ai développé aussi une petite partie qui est du mentoring, justement, pour ces jeunes entrepreneurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont complètement perdus et qui ne savent pas. Donc, bravo pour le magazine. J'en ferai la promotion. Hein, j'en ferai vraiment la promotion. Et puis, dans l'interview, on va en parler. Alors, comment est-ce que votre magazine est reçu en Afrique? Qu'est-ce que les gens en pensent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je trouve que c'est vrai qu'on ne peut pas être juge et parti, mais si je m'en tiens à la demande, je trouverais quand même que c'est très apprécié. Avant l'avènement de la COVID, grâce au magazine, parce que l'un des rôles du MAG est de mettre en connexion les entreprises africaines du côté de la diaspora, du côté de l'Afrique. Avant, dans l'avènement de la COVID, comme je disais, on a des entreprises en Centrafrique qui voulaient s'installer au Cameroun. On a des entreprises au Cameroun qui cherchaient des partenaires en Centrafrique. Exactement. Et la liste continue. J'ai des personnes qui m'ont contacté du Congo et qui m'attendent même d'ailleurs parce qu'ils veulent investir soit au Cameroun, soit en Centrafrique. Donc, ça commence bien. Et pour moi, ce sont là des signes qui montrent que le magazine touche sa cible et que voilà, on est sur la bonne direction. C'est ça, et que la démarche est efficace. La démarche est efficace. Tout à fait. Alors, je voulais savoir aussi, on en a un peu déjà discuté, je vous ai posé la question de savoir comment vous étiez perçue en tant que femme dans le métier. Vous m'avez donné une réponse qui m'a beaucoup intéressée, on va en débattre hein, tout à l'heure, mais déjà, comment êtes-vous perçue en tant que femme dans le métier? Bon, en tant que femme dans le métier, je dirais, la particularité de mon métier est qu'il se caractérise par le mind, il se caractérise par le savoir-faire. Donc, tout à fait.
mon rôle au quotidien, c'est de comprendre les textes de loi et donner la juste information à ceux décideurs pour qu'ils prennent la décision la plus efficace, la plus efficiente en matière fiscale, en matière d'optimisation. Donc, vu comme ça, en tant que femme, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. J'ai eu pour la signature de certains contrats, ben ça c'était vraiment des cas un peu isolés. J'ai eu des messieurs qui m'ont dit, voilà, on va vous faire tout un contrôle, une sorte de check-up pour savoir si vous êtes à la hauteur. Parce qu'en tant que femme, vous devez être suffisamment dispersée entre les enfants et le monsieur, et voilà. Donc, j'ai un chef d'entreprise qui m'avait reçu avec toute une liste. Et il m'avait dit, c'est à l'issue de la liste qu'on va parler du contrat. Alors, j'attendais patiemment qu'il me déroule sa liste. Et il commence par, vous êtes marié? Oui, il coche. Dans la même ville que votre époux? Oui, il coche. Vous avez des enfants? Je lui ai dit, ah non, vous arrêtez, hein. Je suis venue en tant que fiscaliste et donc on a eu des cas comme ça où on sent quand même qu'être femme est un frein. Mais une fois que j'ai signé des contrats avec un client, jamais je n'ai eu l'impression qu'il me regarde comme ça. Parce que les conseils que je lui donne sont tellement salvateurs qu'il me regarde juste comme sa machine à idées, comme la personne sur qui il faut s'appuyer. Donc voilà. Tout à fait. Récemment, j'ai également rencontré quelqu'un qui me disait, ben, vous avez beaucoup trop d'interviews, j'en vois à pas mal de chaînes télé. En tant que femme, on trouve que c'est un peu de trop, quoi. Et puis moi, j'ai dit au monsieur, attendez, si c'est un monsieur fiscaliste qui faisait autant de tours télé, vous lui aurez dit que c'est de trop. Exactement. Donc, on a quelques petits handicaps comme ça, mais l'entrepreneuriat, c'est un univers. Quand on l'embrasse, il n'y a plus de question de genre. Donc, quand vous l'embrassez, vous êtes entrepreneur, point. Vous devez chercher, si vous êtes en matière commerciale, vous devez chercher les règles en matière commerciale. Si vous êtes en matière, je ne sais pas, technique, vous devez chercher les règles qui gouvernent votre secteur. Essayez d'être compétitif. Donc, le genre, moi, je pense, n'influe pas. N'influe pas, d'accord. Et vous pensez que le genre n'influe pas plus dans votre métier ou dans tous les métiers? Parce que moi, en fait, j'explique, je pars toujours d'exemples concrets. J'explique en fait que quand j'ai créé ma société, donc nous sommes une société de communication globale, mais au départ, on avait commencé par une société dans le luxe. On était vraiment spécialisé dans le luxe. Et en fait, donc à l'époque, je vivais sur la Côte d'Azur, donc avant de partir pour New York. Et c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de noirs dans le luxe. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais pourquoi votre société s'appelle Gabriels? En fait, Gabriel, c'était le nom de mon papa, c'est le nom de mon fils et c'est le nom de mon ange gardien. Et étant donné que, voilà, c'est ça, et étant donné que j'étais une femme noire dans le luxe, j'avais beaucoup de barrières. Et je me souviens, une fois, je suis allée négocier un contrat, et puis, bon, j'arrive, oui, on a rendez-vous avec monsieur, oui, le monsieur, il dit, oui, tout à fait, c'est moi. Et puis, on attend, et puis il dit, mais il arrive quand, monsieur Gabriel? Je dis, non, mais c'est moi. Donc, je lui dis, mais c'est moi, Gabriel. C'est ça, c'est moi la fondatrice. Parce que si j'avais dit que j'étais une femme noire qui venait, il allait dire non, on veut monsieur Gabriel, voilà. Mais c'est pour ça que je pose toujours la question aux femmes. Je dis aux femmes, voilà, dans votre métier, c'est vrai que les problèmes de genre, ça existe encore. Il y a beaucoup d'entreprises où les femmes ne sont pas ou peu représentées. Mais je vous pose aussi la question. J'ai aussi posé la question parce qu'il y a des jeunes femmes qui vous regardent, qui vous admirent et qui ont envie de faire comme vous. Mais il y a tellement de femmes qui ne sont pas sûres d'elles, qui sont incertaines, qui ont peur, qui disent oh, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Et il y a d'avoir une femme dans les métiers, comme on dit aux Nations Unies, on dit les métiers dits d'hommes. Voilà. Avoir une femme qui fait ça, ça leur renvoie une image qui dit ah, moi aussi, je peux le faire. C'est aussi pour ça que je fais l'interview, parce que vous êtes un modèle. C'est les rôles modèles. C'est les rôles modèles. Donc, je suis vraiment enchantée de vous avoir. Maintenant, on avait parlé de savoir, vous avez plusieurs casquettes. Dans ces 3 casquettes, on enlève donc le côté financier et expertise. Donc, quelle est la casquette
que vous exercez le plus en dehors de la finance? La casquette que j'ai le plus, c'est accompagnant entrepreneur, hein, parce que ça me suit un peu partout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'entrepreneuriat, au-delà de la finance, au-delà de la fiscalité, l'entrepreneuriat, je suis pratiquement au cœur de la question entreprise. Je crois que c'est ce qui me suit, c'est ce qui me suit partout, quoi. D'accord. C'est même le fil conducteur de le tous fil les conducteur. autres. C'est ça. Et on est synchro là-dessus. Et alors, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, les plus gros problèmes par rapport à la crise de la Covid? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Comment ça se passe? Vous êtes au Cameroun, hein, si j'ai bien compris. Donc, oui, je suis au Cameroun. Comment ça se passe là-bas avec, pour les entreprises, vous qui êtes au cœur de l'entreprise? Tout de suite, tout était paralysé. À mon niveau, en tant que conseil, l'effet immédiat, c'était le recouvrement. Parce que même si les entreprises n'avaient pas encore subi la Covid, ils ressentaient quand même dans les perspectives qu'ils devaient avoir des problèmes au niveau du recouvrement à leur niveau. Donc, tout de suite, quand on appelait des entreprises pour régler les factures d'honoraires, on avait, ben non, on peut pas vous régler. Après, on a eu un semi-confinement. C'était pas vraiment annoncé par l'État dans le genre fermer les structures, mais tout le monde avait peur, donc les structures étaient fermées. Et au Cameroun, 92% des entreprises ont été frappées par la Covid. Les secteurs qui restaient un peu qui avaient une aisance, c'était les secteurs pharmaceutiques. Bon, il y a les gels également et les masques qui se sont rapidement, les gens se sont rapidement reconvertis dans ces domaines pour ne pas fermer, mais à 92%, les entreprises ont été frappées. Et au Cameroun, dans le secteur, le plus gros secteur au Cameroun en matière entrepreneuriale est le secteur tertiaire. Et le commerce, c'est-à-dire le secteur de l'achat-vente, fait partie de pratiquement 60% des entreprises camerounaises sont dans le secteur achat-vente. D'accord. On avait un problème de stock parce que, vous voyez, c'est arrivé promptement comme ça. C'est ça. Et nous, on dépend beaucoup des importations. Donc, c'est arrivé promptement. On n'avait pas fait de prévision en stock. Du coup, les entreprises en commerce n'avaient pas de stock bon. Et beaucoup travaillent avec des financements bancaires, n'avaient pas d'argent pour vendre, ne pouvaient pas rembourser. Donc, je peux dire que les entreprises camerounaises à 70%, si on va prendre, ont été jusqu'aujourd'hui fortement touchées. C'est dans le secteur de la transformation. Pareillement, on avait un problème de matière première parce que tout vient toujours en grande partie de l'import. D'accord. Et c'est pour ça que j'attire l'attention des entreprises africaines par le biais de cette Covid pour dire la zone de libre-échange arrive vraiment. Essayons de profiter de la Covid pour voir quels sont nos problèmes. Les matières premières, les stocks, tout vient de l'étranger. Donc, du coup, ces entreprises ont dû fermer. On a eu beaucoup de suspensions d'activité. Tout à fait. Moi, j'ai eu pratiquement 50% d'entreprises de mon portefeuille qui ont soit suspendu, soit fermé. Donc, ça a été très mal vécu. Énorme, 50%. Mais alors, comment ça s'est passé? Vous avez des aides du gouvernement? Comment vous vous en sortez alors avec... Bon, de mars à date, l'État n'avait donné que quelques avantages fiscaux comme la suspension des contrôles, mais là, c'était jusqu'au mois de juillet. C'est ça. L'État a permis également, à travers un système de transactions fiscales, que les entreprises qui avaient des dettes dans les exercices 2018 puissent revenir vers l'État pour demander des abattements, peut-être des abattements allant peut-être jusqu'à 50%, c'est ce que l'État a essayé de faire. Bon, ben, jusqu'à date, c'est ce qui est fait. Bon, mais pour la période de novembre, l'État a lancé un fonds d'aide de 2 milliards pour les petites et moyennes entreprises. D'accord. Le but était d'aider les entreprises qui ont été fortement sinistrées. Et comme condition, on demandait juste aux entreprises d'avoir existé, de pouvoir prouver à travers les documents comptables
que le sinistre via la Covid a été vraiment impactant. C'est ça. Et de dresser un peu pour l'État une sorte de compte d'exploitation pour dire voilà ce dont j'ai besoin pour me relever. Nous en sommes là. D'accord. Les entreprises sont en train de déposer les dossiers. Je crois que le deadline, c'était hier. D'accord. Donc, on va attendre de voir comment ça va se passer. Voilà un peu ce que l'État a prévu au Cameroun pour les entreprises. Et alors, ça veut dire que vous allez avoir encore plus de travail parce que ceux qui n'ont pas d'État à donner, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont pas pensé, ils vont se tourner vers vous. Ils vont se tourner. Voilà. Tout à fait. Donc, on peut dire que la crise de la Covid est bénéfique pour vous. Bon, bénéfique. Chez moi, il faut des honoraires en contrepartie du travail, hein, Angèle. C'est ça. Non, mais je veux dire que c'est bien. C'est bien parce que ça vous amène, non, je dis c'est bien parce que ça vous amène des clients, en fait. Hein. Puisque ces oui, pour le montage des dossiers de fonds Covid, oui, ça nous a ramené beaucoup de clients. Oui, et j'étais quand même sidérée par quelque chose qui était frappant. Je vous assure que 80% d'entreprises qui sont entrées dans mon bureau, c'est-à-dire qui n'étaient pas clients chez moi, n'étaient pas à jour. Et je dis l'informel, parce que cette plateforme, justement, nous permet d'interpeller les entreprises. Exactement. Et c'est ça mon travail, c'est ce que je fais. Oui. Tout à fait. Parce que le truc, c'est, je dis toujours aux entreprises, l'informel a ceci de dangereux que quand vous êtes dans l'informel, vous n'existez pas. Ça veut dire que votre cumul d'expérience ne sera jamais connu d'un potentiel partenaire d'affaires. Quand il vous demandera quand est-ce que votre structure a été créée, c'est la date sur le papier récent que vous allez lui présenter. Exactement. Donc, pour ce projet, par exemple, 80% d'entreprises soit arrivent en disant rapidement, j'ai créé une structure. Ouais, ben, l'État ne vous fera pas confiance, vous n'êtes pas crédible. Vous avez créé la structure uniquement pour l'aide au Covid. Et là, ils vont dire non, mais j'existais avant. Hein. Je faisais ci avant, je faisais la transformation. Mais ce sont des expériences qui sont comptabilisées nulle part. Exactement, c'est ça. Donc, commencez par avoir un nom pour exister, mais sortez de l'informel pour être justement aux aguets de tout ce qu'il peut y avoir comme perspective sur votre chemin. J'ai dit à une entreprise aujourd'hui, cette semaine, que je lui disais, restez dans le noir comme vous faites. C'est un peu comme aller à une réunion où on vient prier Dieu pour avoir de la pluie et on vient quand même à la réunion sans parapluie. Vous voyez un peu? On ne regarde pas la météo. Donc, voilà, vous ne pouvez pas intégrer des mouvements patronaux parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui intègrent des mouvements patronaux en espérant avoir de l'aide. Mais vous ne pouvez pas intégrer les mouvements patronaux, intégrer les centres de gestion agréés, ne pas être en règle et vous bousculer à la dernière minute. Dans l'informel, ça n'aide pas beaucoup pour quelqu'un qui est visionnaire, qui peut aller loin, quoi. Exactement. Et être dans le formel coûte moins cher parce que vous anticipez, vous optimisez, vous payez le juste minimum et puis vous soufflez. Donc, c'est ça. Et puis, vous êtes en règle et vous êtes tranquille. Oui. Et quand on dit… Dans ces entreprises qui sont venues là, vous avez une entreprise qui vous dit « j'existe depuis 2017 ben, depuis, j'ai rien fait comme déclaration. » Vous imaginez les pénalités qu'il fallait reverser à l'État pour pouvoir soumissionner à cette aide Covid. C'était énorme. Donc, être dans l'informel, ça n'aide pas beaucoup. C'est ça, non, mais c'est très bien parce que c'est aussi un éveil des mentalités. Hein. Ça va changer les mentalités, ça va changer les mentalités des entrepreneurs. Parce qu'en Afrique, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dans le secteur informel, mais il y en a aussi beaucoup, comme on dit, hein, ils sont dans le noir. Ils sont là, ils déclarent pas. Oui, au Cameroun, vous avez pratiquement 30% d'investisseurs qui sont dans le formel. Le reste, c'est dans l'informel. C'est ça. C'est dommage parce qu'on comptera pratiquement 1% d'entreprises au Cameroun qui sont dans les grandes entreprises. Vous aurez, comme je vous disais, 30% qui sont dans
le formel et 70 autres sont pratiquement dans l'informel. Donc, le combat est vraiment rude. Mon quotidien est de montrer justement à ces entreprises que être conseiller, avoir le coach qu'il faut, sortir de l'informel et avoir un bon coach en matière fiscale, en matière juridique, en matière financière, c'est ce qu'il faut en fait. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, quels que soient les pays, il existe des centres de gestion agréés qui sont là pour vous. L'État a tissé dans la sous-région, on a des États ont tissé avec des centres de gestion agréés. Je suis d'ailleurs présidente d'un centre de gestion agréé au Cameroun, le Qui s'appelle? Donc, à travers les centres de gestion agréés, l'État met à la disposition des entreprises des experts vraiment agréés, mais à de très faibles coûts. Si vous êtes une entreprise, très petite entreprise au Cameroun, ça veut dire qu'avec un chiffre d'affaires en deçà de 10 millions, avec 75 000 par an, 75 000 francs CFA par an que vous versez dans un centre de gestion, vous avez une assistance fiscale, vous vous rendez compte? Avec, si vous avez un chiffre d'affaires entre 10 millions et 50 millions, vous versez 250 000 par an dans un centre de gestion agréé. Vous avez un expert fiscal, un expert comptable, dont l'État essaye comme ça de mettre à la table de ces entrepreneurs des experts qualifiés à moindre coût. Donc, tout à fait. C'est très intéressant à savoir. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Je dis toujours aux entrepreneurs, sortez de votre zone de confort. Un entrepreneur vous monte une structure, il n'a pas la force d'aller jusqu'à l'agence de promotion de l'investissement. Il faut pas s'arrêter au quartier, écouter son voisin. Il faut pas que son voisin lui dise non, vas-y comme ça, après tu vas donner un peu d'argent de corruption au premier agent qui va passer, et puis ça va passer. Sortez de votre zone, allez vers les agences de promotion. Je disais à une entreprise récemment qui me disait, voilà, je n'ai pas d'argent pour prendre un coach en matière de ressources humaines. Je lui ai demandé, si vous vous levez un matin, vous allez vers toutes ces grosses structures qui ont des RH. Vous demandez l'audience pour rencontrer un responsable RH de ces structures. 10 ne vont pas, sur 10, 9 ne vont pas vous recevoir, mais il y a un responsable RH qui va pas vous recevoir. Vous entrez, vous leur dites, voilà, je suis une PME, je n'ai pas de l'argent pour payer un expert, mais vu que vous avez de l'expérience, peut-être que vous pouvez m'aider. Donc, sortez de votre zone de confort et allez vers ces personnes qui ont de l'expérience. C'est un peu ce que je leur dis au quotidien. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vous ont interpellé parce qu'elles souhaitent investir au Cameroun. Quelles sont les demandes les plus importantes? C'est dans quel secteur d'activité ces entreprises investissent? Et si, par exemple, moi, je dis, allez, je pars de New York, je viens investir au Cameroun, je viens vous voir, qu'est-ce que vous me conseilleriez? D'accord. Pour la première question, les entreprises qui viennent investir au Cameroun, on a deux types. On a les Camerounais de l'étranger qui veulent revenir et on a des entreprises étrangères qui investissent. Pour les entreprises qui me consultent jusqu'ici, les entreprises étrangères que j'ai sont dans la parapharmacie. On a des investisseurs aussi qui arrivent avec plutôt des fonds pour l'on négocier avec l'État, peut-être pour implémenter tel ou tel projet de l'État. Pour les entreprises camerounaises qui viennent vers moi, on en a qui viennent avec des projets industriels, des projets de transformation. J'en ai aussi dans le numérique de plus en plus. Et cette année 2020, je peux dire à 30%, 40% d'entreprises qui sont venues vers moi étaient dans le numérique, le digital, avec des applications extraordinaires qui viennent vraiment faciliter la vie des entreprises, faciliter la vie même de l'administration publique. Donc, en ce qui me concerne, voilà le type d'activité que j'ai reçu en cette année 2020. D'accord. Pour la seconde question, une entreprise qui arrive au Cameroun, qu'est-ce que j'ai à lui donner comme conseil? Alors, ce que je dirais à une entreprise qui arrive au Cameroun, rapprochez-vous des institutions comme la Chambre de commerce. La Chambre de commerce vous mettra en contact avec des partenaires qui vont dans le sillage de votre projet. Tout à fait. Rencontrer
l'agence de promotion, comme je disais tout à l'heure, qui vous encadrera, qui pourra vous donner des agréments avec pas mal d'avantages fiscaux. Tout à fait. Ça peut être pour le secteur, vous investissez dans le secteur des constructions, par exemple, et vous avez du matériel qui va venir de l'étranger. Auprès de ces entreprises, vous allez présenter la liste de tout le matériel que vous aurez importé et vous diront exactement par type de matériel, quel type d'avantage, d'abattement ils peuvent vous donner. Les abattements vont jusqu'à 95% de droits de douane, jusqu'à 50%, voire même parfois plus, de réduction de votre impôt sur le revenu. Donc, faites un tour. Si vous êtes une entreprise camerounaise à l'étranger qui revenait, adressez-vous à l'agence de promotion, l'agence des PME, la PME, qui va également vous accompagner sur pas mal de choses. Vous arrivez au Cameroun pour un projet partenariat public-privé. Vous avez une institution, le CARPA, qui pourra vous accueillir. N'hésitez pas aussi à venir vers les centres de gestion agréés, comme je disais, qui travaillent en partenariat avec l'État. Donc voilà, globalement, sur le PIF, comme ça, le conseil que je peux donner à… Et qui est excellent. C'est pour ça que je voulais qu'on se parle. Parce que, oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut aller chercher sur les réseaux sociaux. On peut chercher, trouver, essayer de trouver ça. Mais rien ne vaut le contact humain, le conseil humain. Et moi, c'est ce que je fais avec mes vidéos. En fait, ma mère dit toujours, vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. Là, les gens, non seulement ils vont voir, mais ils vont entendre. Ils voient et ils entendent. Bon, moi, tout ce que je retiens de notre entretien, c'est que effectivement, aux États-Unis, j'ai pas mal de personnes qui m'ont approché en disant on va investir dans ce pays, dans quoi on peut investir, où on peut aller. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que dès que j'arrive au Cameroun, je viens voir Marlise. Ah, d'accord. En tout cas, Angèle sera la bienvenue. Oh oui, oh oui, oh oui. On va continuer cette conversation. On va dérouler le tapis rouge, quoi. Oh, ben merci, c'est vraiment gentil. Et c'est vrai que je travaille aussi avec beaucoup d'entrepreneurs et tout ça. Donc, on est vraiment sur la même ligne parce que je fais du mentoring. Je fais du mentoring pour la fondation Tony Elumelu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la plus grande fondation d'entrepreneuriat en Afrique. Et donc créée par monsieur Tony Elumelu. Donc, ils aident les entrepreneurs, ils leur donnent un seed pour lancer leur entreprise. Et après, donc nous, les mentors, on les forme donc à la création d'entreprises, business plan, marketing, communication, voilà. Et je trouve beaucoup de satisfaction à faire ça parce que quand je vois mes jeunes entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise et qui me disent, les gens, ils nous ont demandé si on va embaucher. Je me dis, ça y est, on fait boule de neige, quoi. On fait boule de neige. Oui. Vraiment. Mais là, c'est super. Exactement, on est synchro. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marlise? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce que je souhaite, c'est que les entreprises africaines soient compétitives, qu'elles soient vraiment à la hauteur de ce lourd challenge. Les frontières vont s'ouvrir, on ne sait pas encore sous quelle modalité. Il faudrait que les entreprises soient prêtes. Et le réflexe de la normalisation et le réflexe de la labellisation. Pensez à protéger vos projets. J'ai même oublié tout à l'heure de parler de l'OAPI. Pensez à protéger vos projets. Oui, petite au Cameroun, j'habitais en face de l'OAPI. Donc, je connais bien l'OAPI. Ah, d'accord, voilà. Voilà. Donc, pensez à protéger vos projets, pensez à protéger vos inventions. Pensez à chercher, à vous rapprocher de la norme pour savoir est-ce qu'il y a des process pour le domaine d'activité? Parce que sans process, les entreprises ne pourraient pas être crédibles. Sans certification, vous ne pouvez pas vous vendre à l'étranger. Une fois que vos produits auront traversé les frontières, elles se retrouveront dans une surface non visitée, ou on peut dire même non grata, parce que là, à l'étranger, quand un produit n'est pas labellisé, il fait peur. On craint pour sa santé si c'est cosmétique, on craint pour sa santé si c'est un produit consommation, on craint pour son utilisation si c'est un produit Donc, pensez à la labellisation.
c'est ce que les petites et moyennes entreprises oublient de faire le plus souvent. Oui. Ils mettent la recherche de financement devant. Oui, en avant. On sait qu'il y a des problèmes financiers, mais de grâce, soyons compétitifs, armons-nous. Voilà ce que moi j'ai à dire, c'est mon souhait. Je souhaite avoir une Afrique qui brille par les idées de ses entrepreneurs, qui brille par nos inventions, et voilà quoi. On y arrive. Bon, ben voilà, notre émission est terminée. Merci beaucoup. Vous étiez avec Afrique Action, notre nouvelle émission. Et Marlise, vous pouvez redire votre nom et votre profession. D'accord. Oui, donc Marlise Nzenga, c'est mon nom. Expert fiscal agréé en zone CEMAC et j'accompagne les PME au quotidien et directrice de communication du magazine Valeurs Ajoutées. Voilà. Très bien. Bon, mais merci beaucoup, Marlise. Je suis Angèle Bontugol et j'étais vraiment enchantée de vous avoir dans cette émission, Marlise. C'était partagé. Et aux auditeurs, à tous ceux qui vont nous regarder, suivez les conseils de Marlise, c'est une experte. À très bientôt, Marlise. Passez-vous au Cameroun, je viendrai vous voir. Ah ouais, j'attends, hein. J'attends. Oui, je vais vous faire du filet pomme, hein. Dans mon village, on mange du filet pomme, donc je vais préparer une grosse assiette de filet pomme comme ça. Avec grand plaisir, je suis une bonne mangeuse. Hein. Allez, d'accord. À bientôt, Marlise. À bientôt. À bientôt, bye bye. Merci beaucoup, bye bye.